Conakry, le 20 mai 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Conakry ville propre, c'est possible. Depuis plus d'un mois, une entreprise privée turque assure l'assainissement de la commune de Kalom. Résultat, la salubrité des artères et des ménages est visible. L'opérateur professionnel est en phase d'essai de 3 mois. Campagne de reboisement de plus de 1000 hectares, élaboration d'un code de l'environnement, autant de questions développées par le ministre d'État, ministre de l'Environnement, face à la presse ce lundi ici à Conakry. Au sommaire encore, des perturbations dans la distribution du courant électrique à Conakry, une situation qui préoccupe les autorités au plus haut niveau. Des actions urgentes sont engagées pour améliorer la desserte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret dès 2019-145 PRGS-GG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Yamouri Kondé, administrateur civil. Chef de cabinet, Sekou Amadou Sissé, administrateur civil. Conseiller principal, Cheikh Mohamed Konaté, administrateur civil. Conseiller juridique, Moustapha Kobele Keita. Conseiller chargé des questions de gouvernance territoriale participative, Mohamed Sike Kamara, juriste. Conseiller politique, Haya Aïcha Sako, administrateur civil. Conseiller chargé de mission, Haya Salematou Jallo, administrateur civil. Attaché de cabinet, Lassana Kondi, administrateur civil. Direction nationale. Directeur national de l'administration du territoire, Fadama Itala Kourma, administrateur civil. Directeur national adjoint de l'administration du territoire, Moustapha Bari, administrateur civil. Directeur national de la réglementation administrative et des frontières, Daouda Kondé, juriste. Directeur national adjoint de la réglementation administrative et des frontières, CC Loi, juriste. Directeur national des affaires politiques et de l'administration électorale, Dr Amadou Kaba, précédemment commissaire à la CENI. Directeur national adjoint des affaires politiques et de l'administration électorale, Dr Mamadouba Kamara, administrateur civil. Directeur national de la décentralisation, Abdoulaye Kaba, administrateur civil. Directeur national adjoint de la décentralisation, Ousmane Sako, expert et en administration publique, précédemment chef de mission programme d'appui à la décentralisation et à la déconcentration, Union européenne et Guinée. Directeur national du développement local, Ismaël Kamara, ingénieur agronome. Directeur national adjoint du développement local, Bakary Kamara, administrateur civil. Directeur national de l'État civil, Ibrahim Kaba, administrateur civil. Directeur national adjoint de l'État civil, Alpha Amadou Touré, administrateur civil. Service d'appui, inspecteur général, Fodé Bangali Kondé, administrateur civil. Inspecteur général adjoint, Mamadou Kamara, administrateur civil. Directeur national du bureau de stratégie et de développement, Elhaj Ali Badara Kondé, administrateur civil. Directeur national adjointe du bureau de stratégie et de développement, Madame Assiba, précédemment service à l'inspection générale de l'administration du territoire. Service rattaché, directeur du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Omar Kébé, administrateur civil. Directeur adjoint du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Seni Souma, administrateur civil. Directeur du service national d'appui à la garde communale, Mohamed Yara Kamara, administrateur civil. Directeur adjoint du service national d'appui à la garde communale, Bakary Kaba, Bakary Mara, administrateur civil. Directrice du service national des affaires humanitaires, Delphine
Wendeno, administrateur civil. Directeur adjoint du service national des affaires humanitaires, Moussa Sako, ingénieur matricule 286 566 S, précédemment en service à la Caisse nationale de sécurité sociale. Directeur national du Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus. Kokoyi Beavogi, administrateur civil. Directeur national adjoint du Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Mohamed Lamine Kaba, administrateur civil. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 mai 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant nomination d'une directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Madame Sanaba Kaba, ancienne ministre, est nommée directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Article 2, la directrice générale travaille en étroite collaboration avec l'équipe technique de mise en place, de Agnès. Article 3, les ministères chargés de l'économie et des finances, du plan et du développement économique, du budget de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ainsi que tout autre département ministériel concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 mai 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Audience à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec l'Ordre des pharmaciens de Guinée, le syndicat et les cadres du département de la santé. Il a été question de trouver des voies et moyens pour limiter le nombre des sociétés importatrices de médicaments. À ce jour, le pays compte plus de 100 sociétés grossistes. La rencontre a permis de mettre en place un comité de réflexion. Hadi Kamara fait le point. Avec la libéralisation des activités dans le secteur pharmaceutique en 1985, le gouvernement a autorisé la création des officines pharmaceutiques et des sociétés grossistes chargées d'approvisionner des établissements dans le pays. Aujourd'hui, la Guinée compte 106 sociétés grossistes, un nombre disproportionné. Conséquence, le non-respect des normes de création, la faillite de certaines officines privées, sans oublier bien sûr les effets nocifs de la santé des populations guinéennes. Pour ce faire, le chef du gouvernement échange ici avec le syndicat des pharmaciens de Guinée, l'Ordre national des pharmaciens et le cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Rencontre axée essentiellement sur les stratégies à mettre en place en vue de promouvoir la santé de la population. La rencontre avec le Premier ministre a été très profonde, très instructive. Il est allé droit au cœur des pharmaciens et je crois qu'il nous a instruit de rencontrer une équipe du ministère de la Santé avec laquelle on va travailler dès demain à partir de 10 h. Je crois qu'il a trouvé les mots justes pour rassembler les éléments de la même famille pharmaceutique, de la même famille de la santé, tous secteurs confondus. Nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, des résultats obtenus. Il présage, n'est-ce pas, que bientôt la Guinée va être un exemple dans la sous-région, un exemple, même une école. Alors, pour faire l'assainissement du secteur de la santé, le département des tutelles s'engage à mettre en place une commission nationale d'évaluation et de revue des agréments des sociétés grossistes, tout en faisant la promotion des produits génériques et la prescription des produits essentiels. Après les discussions et conformément aux orientations qui ont été données par le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre nous a instruit un certain nombre de mesures. La première des choses, c'est de s'accorder sur le nombre. Et de ce point de vue, nous sommes mis d'accord sur le nombre 3. Le nombre de 3 sociétés grossistes à retenir en tenant compte de la population. La deuxième mesure importante qui a été retenue, c'est de définir les délais. Parce que lorsqu'on doit passer de 100 à 3, il faut absolument prendre un certain nombre de précautions et fixer un délai. La chose suivante, c'est de définir les critères de sélection des 3 qui vont être retenus. Et
Par rapport donc à l'ensemble de ces points, on nous a instruit dès cette semaine et nous avons convenu avec le syndicat et l'ordre des formations de nous retrouver le mercredi. Nous allons travailler, faire des propositions concrètes qui vont lui être remontées dans les meilleurs délais. Très attentif au traitement des dossiers de ce genre, le Premier ministre a insisté sur le choix judicieux des sociétés grossistes à retenir dans le cadre de la limitation du nombre. La santé étant une affaire de tous, Dr Ibrahima Kassouri Fofana est revenu amplement sur l'implication de tous les acteurs afin de respecter et de faire respecter les normes exigées en matière de promotion de la santé dans le pays. La lutte contre l'insalubrité dans la capitale, des nouvelles mesures sont envisagées par l'État guinéen. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la stratégie de professionnalisation des déchets. Un plan d'urgence est lancé par le gouvernement pour rendre propre Conakry. Bernard Tonguinou. La gestion des ordures, une problématique d'actualité à Conakry. La question est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Un programme intérimaire d'assainissement est lancé. L'opération est initiée et pilotée par le nouveau ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce plan intermédiaire doit occuper de maintenant jusqu'à ce que les entreprises qui ont été choisies dans le cadre de la professionnalisation du métier rentrent en service. Il s'agit de la société Piscini dans le cadre de la gestion de la décharge et de la société Albayrak dans le cadre de la précollecte, de la collecte et du transfert des ordures. Au compte du programme intérimaire, des nouvelles actions sont enclenchées, mais l'acquisition des moyens appropriés est de mise pour s'attaquer efficacement aux dépôts sauvages d'ordures à travers la capitale. Il y a des dépôts sauvages, certes, qui sont identifiés, qui sont connus. Et nous avons commencé aujourd'hui à éradiquer ces points critiques. C'est le cas de Fossédé à Yataya. Il y a aussi le point critique au niveau du carrefour de Kissoso. Je ne sais pas cela tient combien. À ce niveau, il y a eu un assainissement. Au niveau de l'aviation militaire, on a éradiqué ce point critique. Aujourd'hui, il y a un certain ensemble de points critiques. Nous avons estimé à peu près à 208 000 mètres cubes de déchets qui continuent encore à traîner dans les quartiers et dans les dépôts sauvages. Autre mesure envisagée, le déguerpissement imminent des occupants du site de la décharge de la minière. Les prochains jours, une brigade de salubrité sera installée avec pour mission veiller au maintien d'hygiène des points assainis de la capitale. Dans le même registre, un projet pilote d'assainissement urbain est en phase d'essai depuis plus d'1 mois dans la commune de Kaloum. Tous les quartiers sont touchés par cette opération. C'est la première étape de la stratégie de professionnalisation de la gestion des ordures annoncée par l'Agence nationale en charge d'assainissement à Conakry. Mohamed Amin Kamara. Depuis plus d'1 mois, un opérateur professionnel évolue dans l'assainissement à Kaloum. Son pari est de débarrasser les différents quartiers de la presqu'île des immondices. 250 poubelles sont installées le long des artères publiques et au niveau des concessions. Le système de précollecte est assuré par les jeunes. Le ramassage et le transport sont pris en charge par l'entreprise turque. Pour le moment, ce partenariat opérationnel entre la mairie et l'opérateur privé fonctionne bien. Le personnel qu'ils sont en train d'utiliser, ce sont les personnels qui ont été fournis par la commune, ceux qui sont chargés de balayer les rues, ceux qui sont autour des véhicules. Et ils ont demandé à la commune de fournir au nombre de 150 personnes qui travaillent actuellement avec eux, qui vont être rémunérés par la société en question. Aujourd'hui, à Kaloum, les dépôts sauvages d'ordures sur les trottoirs et les dépotoirs fantômes ont presque disparu. Les citoyens s'habituent à l'utilisation des poubelles publiques. Ces bacs à ordures sont vidés 3 fois en 24 heures. Depuis le démarrage des travaux d'assainissement à Kaloum, j'ai fait un très bon constat, mais il faut que ça soit continuel pour ne pas que ça soit un mouvement, un événement politique de passage, parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, vous trouvez Kaloum sain, propre et il a un bon visage. Le schéma professionnel actuel de ramassage d'ordures à Kaloum est à sa phase d'essai. Sur le terrain, le planning de rotation des équipes de ramassage est suivi de près.
Ils ont recruté 150 jeunes qui sont répartis en 3 groupes. Ces groupes travaillent en 3 rotations, de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Ces groupes-là se relaient régulièrement. Vous pouvez constater leur présence permanente sur les rues. Ça veut dire que c'est possible de rendre Conakry propre. Donc cette société-là, elle est en train de travailler, mais ce travail-là ne s'inscrit pas dans le cadre du contrat qu'on va signer avec elle. Ça, c'est une opération test pour voir comment les équipements doivent être positionnés, comment les gens doivent pouvoir assumer le rôle qui va leur être confié dans le cadre de cette activité. C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Le dispositif de transfert des déchets vers la décharge est soutenu par 12 camions. La professionnalisation du système de ramassage des déchets solides à Conakry est appelée à s'étendre sur les autres communes de la capitale. C'est une action à encourager. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement face à la presse ce lundi, Oye Gilavogui, a déroulé les grandes actions engagées par son département. Le Code de l'environnement a révisé une vaste campagne de reboisement de plus de 1000 hectares au compte des initiatives présidentielles et de nombreuses perspectives annoncées. Mamadou Alpha Baldi a suivi les débats. Regardez. Créé en 2004, le département en charge de l'environnement est considéré comme l'un des plus transversales du gouvernement. Pour son passage au compte de la communication hebdomadaire du gouvernement, Oye Gilavogui tient un discours franc et direct sur les acquis et défis de son département depuis 2010. La réhabilitation du corps des conservateurs estimé à 2500 sur le terrain, la révision des codes de l'environnement, de la chasse et le repos biologique sont cités en exemple. Cette année, plus de 1000 hectares seront restaurés au compte de la campagne nationale de reboisement. À peu près 1800 hectares reboisés. 1800 hectares reboisés. Et pour vous donner dans l'ordre de grandeur, en vous parlant de l'initiative présidentielle, nous avons projeté pour 1670 hectares, ne serait-ce que la seule année 2019. Grand pays forestier il y a quelques années, le pays aux 13 millions d'hectares de forêt à l'indépendance revendique aujourd'hui moins d'1 million d'hectares de forêt. Des chiffres qui illustrent l'état de dégradation globale de l'environnement guinéen. Face à des causes souvent connues, l'adaptation est une priorité pour les pays vulnérables comme la Guinée. L'atténuation 6,5 milliards de dollars. À date d'aujourd'hui, même un seul franc n'est payé. Ça veut dire que les États sont incapables de réparer ça. Il faut qu'on soit accompagné par la communauté internationale. Dans la phase question-réponse, l'équilibre mine-environnement est évoqué. Avec son fort potentiel minier, le respect de l'environnement pendant et après l'exploitation minière s'impose. Cependant, dans l'exploitation de l'or par exemple, le patron du département affiche le besoin d'améliorer les procédures et dispositions actuelles. Ces grandes ouvertures-là, ils ont voulu à un moment donné les transformer en étangs, mettre des poissons là-dedans. Ils n'ont jamais réussi. À certains endroits, ils ont procédé au reboisement. Mais malheureusement, dès qu'ils quittent, c'est les étrangers là, comme ils se disent que de façon industrielle, on n'arrive pas à extraire tout l'or de l'espace qu'on occupe. Donc dès que les machines quittent, c'est les étrangers, les Burkinabés, les Maliens qui viennent s'abattre sur le coin. Il se trouve que c'est des points qui sont reboisés. Et très malheureusement, et ça il faut avoir le courage politique de le dire, c'est que les autorités locales sont impliquées. Il est midi, la conférence arrive à son terme. Divers sujets ont été débattus. Loin de ce complexe hôtelier, les réalités écologiques restent encore les mêmes. Il faudra agir dans la durée pour changer les comportements et ramener la Guinée dans le giron des nations à la santé environnementale remarquable. On ne change pas de sujet. La gestion et la protection du littoral, la question préoccupe les parlementaires. Le comité national du pilotage et de suivi du processus d'élaboration de l'avant-projet de la loi sur le littoral vient de séjourner à Bofa où il s'est entretenu avec les autorités administratives et locales de la préfecture. Sidi Robertondo. La menace à la protection et la gestion des écosystèmes des zones côtières dans plusieurs villes du littoral guinéen prend des proportions inquiétantes.
Nombreuses sont les villes situées le long du littoral qui se livrent à la pollution de l'océan et à la destruction de la faune et de la flore marine. Des pratiques courantes et impunies faute d'une législation en la matière. Nous avons constaté que, en tant que président des 7 pays de l'appel, 4 pays ont leur loi du littoral. Je sais qu'un pays ne peut pas rester sans loi, et surtout la loi du littoral. Le peuple comprendra que cette loi doit exister, mais en tenant compte des facteurs de la base. C'est difficile à entendre beaucoup de choses, parce qu'on nous fait comprendre que certaines dégradations, certaines constructions à la base viennent de Conakry. Ceux qui ont de l'argent viennent construire des châteaux, des maisons au bord de l'eau, et ils poussent l'eau. D'autres problèmes sont à la base. Les échanges sur les bonnes pratiques entre parlementaires, autorités préfectorales, élus locaux ainsi que des cadres et techniciens de plusieurs départements ministériels concernés ici à Bofa, où le besoin se fait de plus en plus sentir, devrait déboucher sur le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles. Aujourd'hui, la population est en train de dégrader notre littoral. Et nous sommes en train de prendre des dispositions dans ce sens. En quoi faisant? Faire l'identification des zones réservées de l'État et faire des plaques d'immatriculation pour que nos populations sachent que désormais, il y a bien les zones réservées de l'État. Plusieurs autres villes situées le long du littoral pourraient être touchées par ces journées de concertation. C'est là pour permettre de prendre en compte les avis des uns et des autres avant l'élaboration définitive d'une loi portant protection du littoral pendant cette session ordinaire de loi en cours. Notre temps fort de cette édition, depuis vendredi dernier, l'alimentation en courant électrique connaît des perturbations à Conakry et une situation qui préoccupe les autorités au plus haut niveau. Sur le terrain, le constat révèle que les installations de EDG sont souvent menacées par des aléas et de la nature et des individus sans scrupules. Voici le reportage signé Nabi Kamara. À la centrale de Kaloum et à Lansebouni, les câbles souterrains de EDG ont subi à la fois des pannes techniques et du vandalisme la semaine dernière. Du coup, la plupart des quartiers de Matam se sont retrouvés dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Sur le terrain, les techniciens se battent bec et ongles pour mettre fin à cette situation qui cause beaucoup de désagréments à leurs abonnés. Quand on voit le départ de Lansebouni, c'est un départ qui prend sa source au niveau de la centrale Tombo ici, qui alimente Moussoudou, Lansebouni, Hermokonon, jusqu'au niveau de Hermokonon, et ça fait l'arrêt au niveau de la transversale T1. Juste à côté de Moussoudou, les gens qui font des panneaux publicitaires, ils ont placé, ils ont cherché à placer comme leurs panneaux, ils ont pioché notre câble. Donc, le départ de Lansebouni et Enam, ils ont tous causé des dégâts. Donc toute la bande là, de la carrière, de Tombo jusqu'au niveau de la carrière, toute la bande là était dans le noir. Il fallait obligatoirement, rapidement récupérer un des départs. Donc nous avons travaillé jusqu'à 1h du matin pour pouvoir récupérer un des départs. Les gens qui font des ouvertures, des tranchées à plusieurs niveaux. Les gens qui font les fibres optiques, ils nous posent des dégâts. Les gens qui font des panneaux, ils nous posent des dégâts. Donc tout cela, ça EDG prend le coup. Alors que ceux-là devraient prendre, s'ils ont les marchés par rapport à la réalisation de ces travaux, ils devraient s'adresser à EDG pour que EDG mette quelqu'un à leur disposition pour pouvoir leur montrer le trajet des câbles. Comme ça, c'est pas fait. Eux travaillent comme des faces à tue-tête, c'est qu'on crée tous ces problèmes. En plus de l'étiage, EDG parle des orages qui causent des dégâts sur leurs installations en cette période d'intersaison. Un phénomène naturel qui aggrave le délestage à Conakry. À part les incidents techniques qu'il peut avoir, il faut pas oublier que nous sommes en période d'étiage et on est également en intersaison. C'est quoi? C'est le passage de la saison sèche à la saison pluvieuse. Il faut savoir que même s'il ne pleut pas ici à Conakry, par exemple vers les barrages comme Garafili, vers Donkea, là-bas, il peut toujours avoir des tornades ou de fortes pluies qui peuvent endommager, des orages qui peuvent endommager le réseau et qu'il y a un déclenchement général comme le cas d'hier nuit par exemple. Les techniciens de EDG rassurent que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour le rétablissement du courant dans les quartiers de Conakry.
Dans l'actualité encore, une économie en pleine croissance avec le maintien des grands équilibres budgétaires et financiers. La dernière évaluation du FMI, Fonds monétaire international sur la Guinée, dans le cadre de la facilité élargie de crédit est encourageant. Lors du point de presse de la fin de la mission d'évaluation, la chef de la délégation du FMI a donné des précisions claires dans son rapport. Nous vous proposons un extrait, regardez. On voit une économie guinéenne qui est encore en train d'avoir une croissance économique importante, une croissance économique forte. C'est enfin l'importance du secteur minier, mais aussi le rôle qui continue à tirer la croissance, mais aussi l'impact positif pour ce qui concerne une bonne performance de l'agriculture. On a vu enfin une amélioration importante, une augmentation importante des réserves internationales de la Banque centrale. Enfin, il y a eu des niveaux de revenus fiscaux, des recettes fiscales qui ont été notamment plus bas que prévu. Et les objectifs, en effet, ont été enfin atteints grâce à la volonté de maîtriser les dépenses et de garder une politique budgétaire en ligne avec la stabilité macroéconomique. Justement, à propos, nous recevons en direct dans ce journal Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Mamadi Camara. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi tout à l'heure la chef de la délégation du FMI qui a donné des précisions claires par rapport à son rapport. Est-ce qu'il y a des informations intéressantes que le FMI n'a pas voulu rendre publiques lors de ce point de presse, Monsieur le ministre? Merci. Comme l'a dit la chef de mission du FMI, l'économie guinéenne se porte bien. Cette revue, qui est la troisième du programme économique et financier de la Guinée, a porté sur les chiffres de fin décembre 2018. Et quand vous regardez ces chiffres, vous vous rendrez compte que le programme avance bien parce que les critères quantitatifs, les 4 critères quantitatifs du programme ont été réalisés entièrement par le gouvernement guinéen. Ensuite, si vous regardez aussi les autres critères qui sont secondaires, la Guinée a également réalisé ces critères. Par conséquent, il est très étonnant que certaines presses livrent à des allégations qui n'ont aucune prise avec la réalité. Et justement, Monsieur le ministre, d'ailleurs, les analystes et détracteurs accusent donc le FMI de complaisance sur la Guinée. Le fond, quand ces missions viennent dans un pays, fait une évaluation sur des bases tout à fait objectives. Ce fut le cas de la Guinée. Les critères que je viens de vous énumérer ont été revus par le fonds et le fonds a exprimé sa satisfaction quant à leur réalisation. Ensuite, comment le fonds peut-il être complaisant avec un pays qui l'assiste? Parce que le programme économique et financier de la Guinée est appuyé, comme vous le savez, par la facilité élargie de crédit. Cette assistance financière ne peut pas pousser le fonds à être complaisant avec eux. Au contraire, c'est la rigueur qui caractérise les évaluations du Fonds monétaire international dans tous ses pays membres. En plus de ces allégations mensongères, le journal prétend que le gouvernement guinéen a caché des informations. On parle de 90 millions de dollars. Qu'on a caché des informations au Fonds monétaire international. Vous savez, le gouvernement guinéen a signé à travers le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique une convention de concession et d'exploitation de réseaux mobiles 4G avec Orange Guinée. Oui. Ça porte sur un montant total de 90 millions de dollars, dont la moitié a été payée. Et ce montant a été viré dans un compte de transit de l'ARPT. Et aussitôt après, le ministère des Finances a entamé
les formalités administratives pour virer ce montant dans le compte du Trésor public. L'autre moitié, c'est-à-dire 45 millions, cette moitié sera payée au cours de la deuxième moitié de l'année 2019. D'ailleurs, comme ils disent que nous cachons des choses, je vais vous lire la lettre que j'ai adressée au fonds concernant les 4G. Voilà. Le ministre, c'est-à-dire le ministre des Finances, à Mme Georgia Albertin, chef de mission de l'équipe pays de la Guinée au FMI, Washington DC. Objet, renouvellement des licences de téléphonie mobile. Madame la chef de mission, j'ai l'honneur de vous informer que le 14 mars 2019, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et Orange Guinée, avec Orange Guinée, a signé une convention de concession pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications mobiles de type 2G, 3G et 4G pour un montant de 90 millions de dollars américains. Donc c'est très clair, l'argent n'a pas été détourné. À ce titre, oui. Orange Guinée a effectué un virement de la moitié du prix de renouvellement des licences, soit 45 millions de dollars des États-Unis, sur un compte transit de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT. La seconde moitié sera versée au cours du deuxième semestre 2019. En rapport avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le ministère de l'économie et des finances a engagé les mesures administratives nécessaires pour le transfert du montant viré sur le compte de l'ARPT vers le Trésor public. Je vous prie d'agréer, etc. Monsieur le ministre, je pense que c'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'on peut aborder une autre question avant de vous laisser? Le taux de croissance de la Guinée est de 6%. Oui. Monsieur le ministre, comment cela pourrait avoir un impact sur le panier de la ménagère? Bon, d'abord, je voudrais même dire mieux que ça. Oui, d'accord. Pendant ces 3 dernières années, la Guinée a connu un cycle économique le plus performant de l'histoire de notre pays. Oui. Parce que de 2016 à 2018, la croissance moyenne du PIB a été de 9%. Ce qui place notre pays parmi les économies les plus performantes sur le continent africain, voire le monde. Donc, c'est vous dire que la dynamique impulsée à l'économie est une dynamique très forte. Et selon les prévisions du FMI, cette tendance va se maintenir au cours de l'année 2019 et l'année 2020. C'est également pour vous dire que dans l'immédiat, cette performance économique ne s'est pas encore traduite concrètement sur le panier de la ménagère, comme vous le dites. Exactement. Mais le gouvernement vient de prendre des mesures afin de prendre des raccourcis. Ah d'accord, ok. Je pense notamment à la mise en place de l'ANAFIC, du Fonds local de développement, qui est une ressource que nous tirons des recettes minières pour affecter aux collectivités à la base. Merci donc Monsieur le ministre. Nous aurons le temps d'en débattre avec vous. Nous avons donc reçu M. Mamadi Camara, ministre des Finances. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à la question. Les travaux de voirie dans les villes de l'intérieur du pays se poursuivent. Dans certaines localités, les chantiers évoluent à un rythme rassurant. Par contre, dans d'autres, les travaux piétinent. Le ministre des Travaux publics semble déterminé à accélérer les travaux avant les grandes pluies. Ce n'est pas du ministre Manga Fodé Touré, envoyé spécial. Les travaux de la voirie de Kirouané, lancés au mois de décembre dernier, accusent du retard. Les populations l'ont exprimé au ministre des Travaux publics en mission d'évaluation dans la localité. Moustapha Naïté rassure de trouver rapidement des solutions. Au bord du fleuve Milo,
La Société internationale des travaux Maroc-Guinée, Sintram, a presque fini son installation pour la construction du pont de 85 mètres linéaires pouvant relier la ville de Kerouané à Banankoro. Sur la route nationale numéro 1 entre Kerouané et Kankan, la CGC est déjà sur place pour l'entretien de la route avant le démarrage des travaux. Dans le Bouré, les travaux de la route Sigirin-Kintiya se poursuivent à un rythme satisfaisant avec la société Enanchin. On a commencé le travail jusqu'à maintenant, il y a 7 mois comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on finit toutes les couches de fondation. Et on finit 3 kg de PP et on finit 8 kg de couche de base. On va continuer le travail, on va faire la bonne qualité et efficace. Comme le pré-saison, il vient bientôt, donc on va avancer bien avec la mission de contrôle. On peut dire que les travaux qui pouvaient nous faire retarder, c'est déjà terminé. Nous sommes actuellement sur la finition. Il ne reste que la couche de base, la couche de roulement et les caniveaux dans les agglomérations. À Sigirin Centre, Guiter s'active pour corriger les routes dégradées. Quant aux 20 km de pavage de la voirie, l'entreprise IC occupe la tête du peloton des 5 entreprises recrutées. IC, ils sont aujourd'hui à 40% d'avancement dans l'ensemble des travaux. SAFA tourne autour de 15%. Sosefel, la même chose, 15%. ABS, ils sont pratiquement à 5% d'avancement. Les 14 lignes de la voirie de Kankan sont exécutées par l'entreprise Guiter. Seul ce bout sur la ligne 14 qui n'était apparemment pas dans le contrat reste à faire et les autorités des travaux publics sont en négociation avec l'entreprise pour sa réalisation. Merci Manga et très bon séjour dans la savane. 72 heures après la décision de la CAF suspendant le silicadet de toutes les compétitions sportives, la Fédération guinéenne de football réagit à travers un communiqué qualifiant la décision de la CAF de manifestement erronée. Par la voix de son vice-président, général Mathurin Bangora, la FEGIFOOT informe avoir interjeté appel à cette décision. Suivez-le. Si vous avez vu la décision qui a été donnée par la CAF, nulle part ils font allusion du test IRM. Ils font juste allusion aux documents de voyage, c'est-à-dire aux documents de voyage qui font allusion à 2 dates différentes de naissance pour chacun d'entre ces joueurs. Donc, la commission s'est basée spécifiquement sur ça et non du contrôle IRM. Parce que le contrôle IRM, à partir de là-bas, c'est ce que la Fédération guinéenne de football avait dit. Mais la CAF, la commission qui a été mise en place, a parlé des 2 dates de naissance pour les 2 joueurs. Ils ont eu 2 dates de naissance, ils ont eu 2 différents passeports. Donc ces 2 éléments, ils se sont basés pour rendre la justice. Ils n'ont pas fait du tout allusion au test IRM. Donc, de façon officielle, quand nous avons été, la Fédération a été notifiée. Et comme je le disais tantôt, on a convoqué une réunion extraordinaire pour d'abord faire une analyse à l'interne du courrier qui a été envoyé par la CAF. Mais bien avant cette réunion, le jour même que le document est arrivé, c'est-à-dire le 12 mai, le même 12 mai, la Fédération, par la voix du président de la Fédération guinéenne de football, a interjeté appel. Un courrier là, pour dire que la Guinée n'était pas d'accord par rapport à cette décision qui a été prise. Parce qu'il nous revient, il y a des voies de recours. Ce n'est pas parce que la condamnation a été faite qu'on doit se limiter à celle-ci. La décision qui a été prise, elle n'est pas une décision exécutoire. Nous avons 72 heures pour interjeter appel. Mais le même jour qu'on a reçu le courrier, on a interjeté appel. Dossier à suivre. Trafic d'enfants à Massanta. Une femme de 24 ans vient d'être arrêtée par le commissariat central de police. Elle aurait volé une fillette de 5 ans. L'arrestation de cette femme a eu lieu à Vonzama, au Libéria, grâce à la synergie d'action entre la police, la gendarmerie et l'action sociale. Mohamed Salih Paye dans nos prochaines éditions d'information. L'Agence pour la promotion des investissements privés en Guinée, APIP, lance un système électronique d'enregistrement en ligne des entreprises. Objectif à faciliter la création d'entreprises aux Guinéens de la diaspora. La plateforme a été présentée cette semaine à l'ambassade de Guinée en France. Mamadi Gassama, reportage.
Comment impliquer la diaspora guinéenne dans le processus de développement du pays? C'est la préoccupation majeure de l'Agence de promotion des investissements privés. Pour répondre à cette problématique, la structure entame la mise en place dans ses représentations diplomatiques d'un système national d'enregistrement en ligne des entreprises. Désormais, les Guinéens de l'étranger n'ont plus besoin de revenir au pays pour créer une entreprise. L'objectif était de présenter à la communauté guinéenne vivant en France le processus de création d'entreprise, la plateforme Synergie. C'est un processus en fait qu'on a dématérialisé à travers nos représentations diplomatiques en France, en Belgique et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les Guinéens qui vivent en France n'ont plus besoin d'aller à Conakry pour créer leur entreprise. Ils pourront le faire directement à travers notre ambassade ici à Paris. Puisque la diaspora guinéenne en général, mais de France en particulier, est un vivier de compétences, mais aussi de capacités financières à investir, nous avons jugé utile d'organiser cette rencontre et leur donner le maximum d'informations en vue de faciliter et de promouvoir leur implication et leur investissement dans le développement socio-économique du pays. Ces Guinéens sont venus nombreux des 4 coins de la France pour suivre la présentation de ce nouveau projet. Un projet qui devrait faciliter le processus de création d'entreprises dans leur pays d'origine. On a eu dans le passé le sentiment que toutes les personnes de bonne volonté qui allaient pour créer des choses en Guinée étaient baladées, tellement baladées qu'ils finissaient par être découragés et puis à finir par baisser les bras et puis revenir. Bon, maintenant, moi je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est très bien. C'est ce qu'on attendait, que justement cette démarche-là de vouloir aller créer des entreprises en Guinée, dans son pays d'origine, soit une démarche structurée et accompagnée. Pour ce début, un point focal d'enregistrement est installé à l'ambassade de Guinée à Paris. Il gère tous les besoins en matière de création d'entreprises avant l'opérationnalisation du système électronique. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois de Ramadan. À demain.